Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Allô Radio Imo, bienvenue donc sur Radio Imo. Comme chaque semaine, nous allons répondre à vos questions, les questions que vous vous posez, que vous allez poser du coup à nos experts présents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du bâtiment durable et des copropriétés de demain. Je rappelle que si vous voulez poser vos questions, allez-y sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, voilà, on est connecté, radio.imo. N'hésitez pas. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner durant cette émission, à ma gauche, Philippe de Montagu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle rénovation énergétique chez Matera. Exactement. Donc vous allez dans quelques instants nous présenter Matera. Juste avant, on accueille également Frédéric Motta. Bonjour. Directeur général France de WorldScore France. Pareil, vous allez nous présenter. Alors on va commencer avec Matera. Philippe, pouvez-vous du coup nous présenter Matera ? Bien sûr. Matera, donc, c'est une jeune entreprise fondée en 2017 qui propose un accompagnement pour les syndics coopératifs, donc les copropriétés qui décident de passer en autogestion. Donc cet accompagnement se matérialise par une plateforme numérique avec assistance. Donc c'est un SaaS concrètement qui permet de gérer automatiquement sa copropriété en toute facilité. Et également fournit une expertise au niveau juridique, au niveau comptable et au niveau des travaux pour être sûr que la copropriété est bien gérée par les copropriétaires. Et du coup, se fasse facilement, Exactement. J'imagine. Frédéric, WorldScore France, qu'est-ce que c'est ? Alors, WorldScore, c'est une société qui vise à améliorer la connectivité numérique et la technologie des bâtiments dans le monde entier. Pour deux choses, pour améliorer la façon d'être connecté avec le monde extérieur, pour travailler, pour jouer, pour échanger avec les autres et pour améliorer la gestion des immeubles qui en ont bien besoin. Donc on est actif dans à peu près 23 pays maintenant et moi je m'occupe du marché français, belge et luxembourgeois. Donc le siège est à New York, c'est ça ? Le siège est à New York, exactement. D'accord. Donc voilà, j'imagine on va en parler justement, c'est un peu le sujet de l'émission, mais qu'il y a de plus en plus de demandes. Philippe, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes justement de copropriétés qui viennent vous voir parce qu'elles veulent se gérer elles-mêmes ? J'imagine que c'est moins cher. Effectivement. On est en moyenne 30% moins cher qu'un syndic traditionnel, donc au niveau de la frais de gestion. Et après, l'accompagnement de Matera permet également de revoir certains contrats, type les contrats d'assurance, les contrats d'énergie, qui permettent également de refaire des économies au niveau de la copropriété. Et on en parle beaucoup en ce moment. Alors on a reçu vendredi dernier dans le MAC de Limo Olivier Safar, qui est le président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, qui nous expliquait justement qu'il y avait un gros problème de trésorerie dans les copropriétés à cause du coût énergétique, de cette crise énergétique. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi, vous le voyez ? Bien sûr, les copropriétés qui font appel au chauffage collectif, qui ont un chauffage collectif, en fait, doivent avancer le bouclier tarifaire. C'est 7 mois, je crois, des décalages. Donc il faut que les copropriétés aient un vrai fonds de roulement pour pouvoir faire face à cette augmentation, puis à ce remboursement. Donc c'est une vraie problématique justement on essaye d'accompagner. C'est des problématiques qui demandent beaucoup de pédagogie, beaucoup de pédagogie pour rassurer en fait les copropriétaires face à cette situation qui dans le temps se réglera sans trop de soucis avec une annonce une augmentation de 15% de la facture comme l'avait annoncé la ministre. Est-ce qu'on peut dire que du coup les copropriétés gérées par Matera, c'est un peu les copropriétés 2.0, nouvelle génération ? En quelque sorte, dans le sens où les copropriétés de demain, nous, notre conviction, c'est que c'est des copropriétés qui vont vouloir de la transparence, qui vont vouloir une meilleure communication, qui vont vouloir s'investir dans le long terme sur des projets un peu globaux et être responsabilisés, avoir tous les outils pour justement prendre ces meilleures décisions. Nous, c'est notre conviction qui nous anime chez Matera, c'est de donner les meilleurs outils aux copropriétaires pour prendre les meilleures décisions pour demain. Faire des économies sur des charges pour pouvoir les réinvestir justement sur des sujets qui sont extrêmement importants pour elles à l'avenir, à savoir la rénovation énergétique, des projets de digitalisation, d'amélioration du bâtiment, etc. Justement, on va en parler. Alors Frédéric, est-ce que vous observez une véritable demande de maisons connectées, maisons intelligentes ? Alors, on va peut-être définir ce que c'est, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont demandé ce qu'était un smart building, donc un immeuble intelligent, en quoi ça consistait,
qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors nous, on aime bien présenter avec deux choses différentes. Un bâtiment connecté, c'est un bâtiment dans lequel on a accès à Internet. Ça paraît très simple, mais il y a encore des bâtiments dans lesquels ça peut être un vrai problème d'accessibilité. Si en plus on pense à la couverture mobile au sein des bâtiments, il y a encore plein de bâtiments, que ce soit des bureaux, des logements, des commerces, où c'est un problème. Donc ça, c'est une première face de ce sujet-là, et c'est notre raison d'être historiquement. On est là pour montrer les bâtiments les mieux connectés. Et puis il y a une deuxième utilisation des technologies qui est un peu plus avancée, un peu plus profonde, qui est d'utiliser de la tech pour améliorer la façon de gérer les immeubles. On en parlait juste avant. C'est pour, par exemple, mieux gérer l'énergie, pour mesurer les consommations, apprendre aussi comment les bâtiments se comportent pour mieux prendre des décisions de rénovation énergétique, mais aussi d'utilisation des immeubles. Donc c'est vraiment ces deux composants, l'accès Internet, avec tous les médias possibles, la fibre, les réseaux mobiles, et l'utilisation de technologies dites intelligentes pour en fait faire un peu mieux ce qu'on fait parfois déjà. Comme pour l'énergie qui est qu'un seul exemple. Et là, je pense qu'il y a un marché à prendre, parce que justement, on en parle beaucoup en ce moment avec cette fameuse crise énergétique, mais c'est vrai que j'entends dans les médias, les gens ne savent pas aussi comment ils consomment. Du coup, il faut les éduquer, et pour les éduquer, il faut déjà constater, j'imagine que pour vos copropriétaires, c'est pareil, il faut déjà constater en fait à quel moment on dépense trop, comment faire en fait, comment gérer notre consommation d'énergie. Et c'est vrai que je ne sais pas, est-ce que ça intéresserait vos copropriétaires, peut-être un petit boîtier intelligent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà conçu ça, mais est-ce que ça intéresserait les copropriétaires, ce genre de connexion, de connectivité numérique ? Bien sûr, en fait, c'est des solutions qui commencent à exister, qui existent. On a rencontré plusieurs acteurs sur le marché et qu'on commence du coup à proposer à nos copropriétaires qui justement font face à ce genre de problématiques. Donc effectivement, c'est tout à fait dans le temps et c'est des solutions qui vont grandir à terme. Oui, qui vont donner envie. Alors, vous avez lancé votre premier label, un label en novembre 2021. Pourquoi et comment s'appelle-t-il ? Alors, on a lancé en 2021 WiredScore Home, donc qui est vraiment notre label qui est dédié au monde des résidences, sous toutes leurs formes. La copropriété est une forme. Il y a aussi les résidences gérées, les résidences dans lesquelles on a du service intégré qui nous intéresse beaucoup. Et ça vise à reconnaître, à aider les décideurs immobiliers, donc ceux qui construisent, ceux qui gèrent des actifs, à faire les choses bien, à s'assurer que la connectivité et la technologie est au bon niveau de ce qu'ils veulent faire. Et ça sert à ceux qui cherchent des logements de trouver ce dont ils ont besoin en matière de connectivité. Et justement, alors cette connectivité, Philippe, vous par exemple, vous voyez des copropriétés encore mal équipées ? Effectivement, c'est quelque chose qui est assez courant encore. Par exemple, la fibre. La fibre est clairement pas encore répartie sur toutes les copropriétés en France, mais c'est des sujets qui en fait sont assez faciles à tacler dans le sens où maintenant c'est l'installateur grâce à la loi sur la fibre qui a permis justement d'installer très facilement la fibre aux copropriétés qui le demandent. Parfois, sur les petites copropriétés, on a encore de la difficulté. Certains opérateurs sont un peu réticents à l'installer, mais grosso modo, c'est des sujets assez marginaux. En revanche, je pense qu'il y a peut-être un souci d'information au niveau des copropriétaires qui n'ont pas forcément tous en tête qu'ils ont la possibilité de faire venir facilement la fibre et que ce sera intégralement pris en charge par l'opérateur. Et c'est pour ça que parfois l'opérateur ne veut pas trop, quand c'est des petites copropriétés, j'imagine qu'ils se disent que c'est pas rentable. Exactement. Les travaux que ça demandera. D'accord. Quels sont, alors, chez WiredScore, est-ce que vous avez remarqué, alors vous déjà, vous agissez surtout dans le tertiaire, c'est ça, mais également dans le résidentiel, vous l'avez dit. C'est quoi la part des deux Alors, dans notre business à nous, on fait 90% de notre activité encore dans le tertiaire. Vous avez commencé comme ça ? On a commencé comme ça fait 9 ans qu'on fait ça, et donc ça fait moins d'1 an qu'on fait du résidentiel en France. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce qui rejoint les deux segments, le bureau et les logements, c'est typiquement le sujet du télétravail. Ah oui. Et avec le télétravail, nous, quand on parle à nos clients du bureau ou à même leurs clients, c'est-à-dire les occupants, les locataires, souvent les experts disent un bureau, un poste de travail, c'est occupé 25% du temps.
Il y a un quart du temps où ces bureaux sont utilisés, en vérité, quand on mesure, et donc 3/4 du temps où il n'y a personne sur la chaise, ce qui, quand on y pense, est assez dramatique, parce que non seulement ça coûte cher des loyers, mais en plus, on consomme de l'énergie pour les chauffer, les refroidir, etc. Et puis, pendant qu'on n'est pas à son bureau, souvent on peut être dans son logement. Et en fait, avec la crise sanitaire, ce qu'on a montré, c'est qu'on comprend encore moins qu'avant la mécanique d'occupation des lieux. On ne sait pas trop dire comment les bureaux vont être remplis le lundi, le mardi, le jeudi, etc. Et on ne sait pas non plus dire très très facilement dans une copropriété à quel point les gens vont travailler de chez eux et donc avoir peut-être besoin de chauffer, avoir besoin de nouveaux services ou au contraire à quel point ils vont rester dans un mode de travail un peu plus traditionnel. Ça, c'est passionnant. Et du coup, alors, qui sont vos clients aujourd'hui ? Quelles sont les personnes qui viennent vous voir ? Alors, nos clients, c'est d'une part les développeurs immobiliers, donc les promoteurs, ceux qui construisent, et les gestionnaires d'actifs, donc les foncières, dont certaines sont cotées, les investisseurs, des asset managers pour le compte de tiers, etc. C'est vraiment, on est du côté de l'actif immobilier. Les locataires, donc les occupants des locaux, de bureaux et même dans le cas des résidences en locatif, sont des utilisateurs de notre solution, mais ne sont pas nos clients. Oui, c'est du B2C en fait. Exactement. D'accord. Philippe, même question. Vous, qui sont les personnes qui viennent vous voir en fait ? Comment ça se passe ? Déjà, comment vous vous faites connaître ? Et comment après les copropriétaires ils décident entre eux de passer chez Matera ? Comment ça se passe ? Alors les copropriétés viennent nous voir, en général c'est le conseil syndical ou le président du conseil syndical qui justement a envie de changer de mode de gestion, passer d'un syndic traditionnel ou plus simplement d'un syndic bénévole à un syndic coopératif. Le syndic coopératif concrètement c'est quoi ? C'est le conseil syndical qui a le mandat pour gérer la copropriété avec à sa tête le président du conseil syndical qui assure la fonction de président syndic. Comment on se fait connaître ? Tout simplement par le bouche à oreille, parce que les copropriétaires sont extrêmement satisfaits de ce mode de gestion. Donc on a une grosse communauté au niveau des copropriétés qui nous permet effectivement de grossir. Aujourd'hui, on accompagne plus de 6000 copropriétés en France et 250 en Allemagne, alors qu'on a commencé l'Allemagne il y a moins de 9 mois. Donc voilà, on est en grosse force de croissance. Effectivement, on a fait aussi pas mal de publicité. On est très connecté sur les réseaux, donc ça marche bien. Ça. Des canaux d'acquisition qui marchent assez bien, effectivement. Mais nous, c'est vrai que notre stratégie de développement à terme, ce sera vraiment la communauté Matera. On a vraiment l'ambition de créer un réseau de copropriétaires qui viennent s'entraider entre eux. Par exemple, on va créer des pôles par ville, etc., pour pouvoir justement réancrer un petit peu la copropriété dans le local, mais avec l'aide d'une communauté un petit peu plus digitale. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Alors, le seul point négatif, c'est que ça prend du temps pour les copropriétaires de passer à ce mode-là. Donc, vous êtes là en fait pour les accompagner, pour leur faire gagner du temps aussi. Alors, la plateforme en fait permet de vraiment automatiser toutes les tâches administratives. Concrètement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est très facile de faire la comptabilité, c'est très facile de préparer une assemblée générale, c'est très facile grâce à vous, parce que à la base, ça ne paraît pas si simple. Oui, mais grâce à la plateforme, on automatise toutes ces tâches-là. Donc en fait, concrètement, le temps qu'un conseil syndical passait avant dans la gestion de sa copropriété à justement peut-être relancer l'ancien syndic, à faire ce genre de choses, le conseil syndical, désormais, ce temps-là, il va pouvoir l'allouer à quelque chose de plus utile, entre guillemets, pour la copropriété, à savoir se projeter sur des travaux. Se projeter sur des travaux d'aménagement, se projeter sur des travaux de rénovation, etc. Donc nous, on arrive en second temps, le pôle rénovation énergétique, sur ces problématiques-là, en leur disant, maintenant que vous avez repris en main la copropriété, l'idée, c'est peut-être de voir un petit peu plus loin, de voir les enjeux de demain, les enjeux d'après-demain, à savoir la consommation de votre bâtiment, sa valeur intrinsèque foncière, à savoir aujourd'hui, on sait très bien qu'il y aura à terme des étiquettes vertes ou des étiquettes grises, entre guillemets, des décotes grises ou des surcotes vertes. Il y en a déjà, ça a commencé déjà avec le nouveau DPE. Exactement, mais ça c'est le DPE, mais après au niveau foncier, la rentabilité foncière, il va y avoir une plus-value, une moins-value selon la catégorie des bâtiments. Et en fait, notre rôle en tant que tiers de confiance dans l'accompagnement de ces copropriétés, c'est de les alerter de ces influences de marché et d'anticiper ces influences. Frédéric, alors comment on connecte un immeuble, comment on rend un immeuble connecté, quelle est la procédure et comment ça se passe sur le terrain ?
Alors comment on connecte un immeuble ? On a parlé d'un quelque chose d'assez simple, c'est la fibre optique. En France, on a une grande chance d'avoir un marché qui est bien organisé, donc on a des opérateurs qui sont obligés de se mettre d'accord pour partager les infrastructures qu'on met dans les actifs. Donc on a le cas typique, un opérateur va prendre contact avec le syndic ou le conseil syndical et organiser la desserte en fibre de l'actif. Et ce que vraiment, là où notre marché est très particulier, c'est que les 3 autres opérateurs auront accès toujours à la fibre optique déployée par le premier opérateur qui vient. Ça, c'est très différent dans tous les autres pays dans lesquels on travaille, en particulier en Allemagne, en Angleterre, où pour le coup, c'est notamment dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus libéral, moins encadré, et donc beaucoup moins bien organisé dans les faits au sein des bâtiments. C'est aussi pour ça que... En fonction des opérateurs, en fait, c'est ça ? En fonction des opérateurs. Rien ne dit que si on a un opérateur qui est venu fibrer l'immeuble, faire venir un deuxième opérateur différent pour avoir des offres compétitives soit facile. Voilà, c'est pas plus facile chacun qu'avant. Sa fibre, en fait. C'est chacun sa fibre, exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui explique aussi que le taux d'équipement des Anglais en termes de fibre, il est, je crois, 4 fois inférieur à celui des logements français. On a un taux de déploiement de la fibre en France qui est vraiment admirable. Donc ça, on le fait plutôt bien. Reste un certain nombre de problèmes, même en France, et qui sont mis en lumière avec des changements d'usage. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, on a été frappé récemment par une traction assez particulière dans le monde des résidences seniors. Alors que c'était peut-être pas le premier marché qu'on allait cibler pour notre déploiement, les résidences seniors. Pourquoi ça devient plus important ? Parce que tout simplement, les seniors veulent être bien connectés et peut-être sont un peu moins bien traités que des étudiants, par exemple, dans une résidence étudiante. Et donc concrètement, on a des clients qui nous racontent qu'on a des seniors qui sont aussi exigeants que des étudiants qui font du gaming, parce que le Wi-Fi doit pouvoir être continu depuis l'intérieur du logement jusqu'aux parties communes d'une résidence, ce qui est rarement le cas en fait, sauf si c'est correctement planifié. Voilà. Ah oui, des seniors qui font du gaming, ça existe aussi. Ben, pourquoi pas. Philippe, est-ce que vous le constatez, vous, du coup, ces demandes en fonction des tranches d'âge et justement les seniors des copropriétés que vous conseillez justement, qui sont demandeurs de connectivité ? Alors au niveau de la connectivité, je sais pas, au niveau des tranches d'âge, oui, clairement en copropriété, on voit bien ce genre de problématiques qui sont un peu différentes selon les tranches d'âge. Les jeunes voudront plus avoir des aménagements de locaux type local à vélo, etc. Oui, j'imagine. Mais aussi très demandeurs de la fibre. Je pense que la fibre, c'est effectivement quelque chose qui est multigénérationnel. Je pense que l'enjeu est plus globalement partagé au sein des tranches de population. En tout cas, au niveau de la fibre en copropriété, c'est vrai que c'est pas forcément le sujet. Au niveau des tranches d'âge, on n'aura pas cette granularité qui permettra d'avoir la même précision que Frédéric. Ça fait combien de temps que Matera existe ? On a été fondé en 2017. Donc vous avez vu les confinements. Donc, les confinements ont agi, effectivement. Au niveau de la copropriété, les effets des confinements sur la copropriété, nous, on va plus le voir sous le prisme de la réoccupation, sur le prisme on va regarder en détail ce qui se passe dans notre copropriété, dans notre habitat, le détail des charges. On va plus se réintéresser à notre habitat plutôt aux manières. Après, de là vient le confort de l'habitat, parce que le télétravail a justement mis en lumière l'importance d'être bien chez soi. Donc de par là, ça recoupe un peu les problématiques justement de rénovation énergétique, là où des logements qui étaient plus ou moins insalubres sont moins agréables et du coup moins agréables pour télétravailler, et donc on a plus envie d'investir dans ce genre de problématiques. Frédéric, est-ce que ça coûte cher de connecter un immeuble pour pour le tertiaire, mais aussi pour des copropriétaires ? Quels sont à partir de combien en fait c'est faisable ? Alors il y a plusieurs choses. À quel point, quel est le prix de connecter un immeuble ? Quel est le prix d'obtenir un label qui est le nôtre pour faire reconnaître sa connectivité ? Alors sur la deuxième question, c'est la plus facile pour moi. On oscille dans des logements, le panier moyen il va être à 8-9 000 euros, on commence à 5 000 euros et on peut monter jusqu'à 30 en fonction de la taille en fait, tout simplement des résidences, enfin des immeubles, ouais. Exactement. Après, combien ça coûte de connecter mieux des immeubles, offrir un Wi-Fi dans des parties communes là où on n'en a pas, avoir une couverture des 4G dans tout un immeuble. Ça, pour le coup, c'est très variable. Malheureusement, assurer la couverture 4G aujourd'hui dans des immeubles qui en sont complètement dépourvus, ça, c'est encore assez coûteux. Et ça, comment vous faites alors ? Comment on procède pour la 4G ?
Alors, pour la 4G... Ou la 5G maintenant. Oui, ou la 4G ou la 5G, en fait, le cas normal, c'est les opérateurs qui doivent... déjà, on suggère à nos clients, et c'est pris en compte dans notre label, de faire un audit. Ça paraît très simple, mais très souvent, en fait, le fait de rendre factuelle la situation aide beaucoup. C'est plus crédible. Parce que, déjà, c'est plus crédible. 2, on peut se rendre compte aussi que, l'opérateur rouge ne va pas capter, mais l'opérateur bleu va être beaucoup mieux placé sur l'étage dans lequel on vit. Et finalement, il y a une solution simple qui est de changer. Et ça coûte pas grand-chose. Par contre, quand on n'a aucun opérateur dans un immeuble qui capte, eh bien, là, il y a 2 façons de faire. Soit on arrête d'utiliser les réseaux mobiles et on passe sur le Wi-Fi, même pour des appels. C'est possible. WhatsApp. Alors, soit WhatsApp, mais même avec des appels normaux. FaceTime. Simplement, il faut que l'appareil, l'abonnement soit compatible et que le téléphone soit compatible. Donc ça, là Après, aussi... est-ce que tous les copropriétaires en sont capables ? Enfin, faut un iPhone ou avoir WhatsApp, ou c'est un peu plus complexe déjà. Exactement, mais c'est déjà une solution de secours, parce qu'après, faire installer des antennes au sein des bâtiments par les opérateurs, c'est encore très coûteux et donc c'est pas encore du tout démocratisé. Donc nous on lutte avec d'autres pour que le sujet prenne de l'importance, soit reconnu et se massifie un petit peu, mais entendre des frais d'installation de 15 € par mètre carré pour installer des solutions de couverture, c'est juste pas audible, ou en tout cas pour une très petite partie du marché, donc il y a encore du travail. Philippe, est-ce que les copropriétaires seraient prêts à allouer une partie du budget justement pour la connectivité de l'immeuble ? Alors pas forcément pour la 4G, mais là pour ce dont on parlait avant. Est-ce qu'ils sont prêts là où en ce moment c'est un peu tendu déjà avec l'énergie ? Alors l'énergie, c'est sûr, occupe vraiment leur stress en ce moment. Enfin, c'est très, très clairement un sujet de stress pour les copropriétés. Donc je pense qu'effectivement ils vont focaliser leur attention sur la problématique de l'énergie après, comme on en parlait tout à l'heure. La capacité d'un immeuble à être connecté, plus tard, va présenter des solutions, va permettre de mettre en place des solutions qui vont leur permettre de gérer mieux leur énergie et du coup mieux gérer leur facture d'énergie. Donc nous, dans un certain temps, dans un certain terme, en fait, on va accompagner ce genre de problématiques, ce genre d'innovation et ce genre de volonté des copropriétaires de mieux connecter leur copropriété, parce qu'on a conscience qu'à terme, ça pourra les avantager sur leur maîtrise de la facture d'énergie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la problématique principale des copropriétés de mieux connecter leurs immeubles, sachant que factuellement, à la fin du mois, il y a une facture d'énergie qui va tomber et qui, malheureusement, personne ne peut tellement l'anticiper, mais on sait qu'elle sera quand même à la hausse. Alors là, quelles sont les préoccupations ? Donc l'énergie, c'est la numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations ou elle prend toute la place ? L'énergie, c'est la numéro 1. Après, il y a d'autres préoccupations qui sont plus liées à l'habitat en général. Donc, par exemple, l'état des parties communes, l'aménagement, justement, l'adaptabilité de la copropriété par rapport aux habitudes de consommation. Donc, on parlait tout à l'heure du vélo, mais on peut avoir plus d'états. Enfin, le vélo, les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Toutes ces problématiques-là, en fait, sont assez récentes dans les copropriétés. Et on sent vraiment que c'est quelque chose qui prend du temps, qui leur prend de la bande passante et qui sont des sujets importants pour les copropriétés. Et alors, en quoi les copropriétés de demain seront différentes de celles d'aujourd'hui ? Les copropriétés de demain, tout simplement, vont s'adapter aux besoins des copropriétaires. Les besoins des copropriétaires, demain, ce sera d'avoir une voiture électrique, donc avoir une borne de recharge. Ce sera d'avoir un local à vélo, parce qu'on va privilégier les mobilités douces. Ce sera d'avoir une bonne connexion, parce qu'on fera de plus en plus de télétravail. Ce sera également d'avoir peut-être plus de transparence, peut-être plus de communication au sein des copropriétés, pour justement prendre des décisions peut-être plus rapidement, justement en termes de rénovation énergétique, en termes d'aménagement de la copropriété, parce très concrètement, une copropriété, le logement principal, c'est une charge énorme dans le portefeuille des ménages, et du coup c'est une des premières dépenses. Donc c'est l'investissement principal. Donc c'est un investissement que les copropriétaires ne peuvent pas se permettre de laisser de côté. C'est vraiment leur patrimoine qui est en jeu. Donc elles vont avoir intérêt de plus en plus à investir sur ce patrimoine. Donc c'est pour ça que ces enjeux-là sont les enjeux de demain. Petite question juste sur les travaux de rénovation énergétique. Est-ce que les copropriétaires arrivent à se mettre d'accord ou est-ce que c'est compliqué ?
Alors, au niveau de la rénovation énergétique, l'intérêt, c'est que la loi climat et résilience a prévu ce cas-là et du coup a abaissé certaines majorités pour voter des travaux, notamment des travaux de rénovation énergétique. Donc, avant, sur des gros travaux d'aménagement, en fait, on était avec la majorité 25, donc c'était la majorité des tantièmes. Maintenant, on est passé à la majorité 24 sur les travaux de rénovation énergétique, d'audit énergétique. Donc, la majorité 24, c'est juste la majorité des présents. Donc, c'est plus facilement adopté. C'est un petit peu plus facile à adopter. En revanche, l'inconvénient, c'est que organiser une assemblée générale, ça demande du temps, c'est une lourdeur administrative, c'est assez parfois lourd d'être présent aussi le jour de l'Assemblée générale. L'idée, nous, chez Matera, dans le monde idéal, on voudrait un allègement un peu des procédures concernant la rénovation énergétique et puis à plus long terme concernant la gestion des copropriétés. On souhaiterait que, par exemple, la procédure de consultation écrite qui existe en Allemagne, qui permet d'adopter certaines décisions en copropriété, soit un petit peu généralisée à la copropriété et surtout puisse entrer en France. Et une fois que cette procédure de consultation écrite sera rentrée en France, l'intérêt c'est qu'en fait plusieurs décisions pourraient être prises plus facilement et plus rapidement surtout. D'accord. Frédéric, alors quels sont les projets sur lesquels vous travaillez là justement, les projets de demain pour les copropriétés du futur qui vont plus loin justement en termes de connectivité des bâtiments? Parmi les projets, il y a clairement le bâtiment intelligent, donc on a parlé beaucoup de connectivité pour accéder à Internet, mais évidemment c'est plus profond que ça va plus loin, pour la rénovation énergétique dont on a beaucoup parlé, mais je pense qu'on a raison, pour aussi accompagner des changements d'usage au sein des logements. On ne fait pas du commerce de la même façon qu'avant, on a besoin de beaucoup de flux de livraison très différents, et quand on voit les projets de nouveaux bâtiments de logement, il y a souvent cette brique-là qui peut, de casier connecté par exemple, qui peut exister. On a aussi des attentes de partage d'espace. Il y a quand même un essor assez effarant du co-living, qui est la colocation généralisée. Alors, sans aller jusque-là, qui est un modèle assez spécifique, dans les copropriétés, on peut imaginer partager un peu plus d'espace. Sauf que ça, c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, et c'est d'autant plus facile à mettre en œuvre que c'est outillé avec un peu de technologie, avec des calendriers de partage, avec des outils de suivi d'occupation, etc. Donc ça, c'est un peu les nouvelles frontières pour nous, c'est parler du bâtiment intelligent pour tirer le meilleur parti des technologies au sein des immeubles. Au final, plus de reporting, plus d'organisation. Exactement, plus de reporting et puis une meilleure connaissance de ce qui se passe en vrai dans les logements. Après, un autre sujet qui est passionnant pour nous, qui va continuer à prendre du temps, c'est de se rapprocher aussi des grandes plateformes de recherche de logement pour tout simplement qu'elles se mettent à utiliser notre label sur tous les immeubles qu'on aura pu auditer et donc labelliser. Si demain sur Airbnb vous voyez des annonces qui intègrent le label Wired Score, ça commence à être le cas. Alors, c'est très très embryonnaire pour l'instant. Mais c'est un peu ça l'objectif pour nous, c'est être cet indicateur de confiance très généralisé dans le monde du logement. Donc pour vous, l'objectif, c'est quoi ? C'est vraiment de vous développer dans le résidentiel ou de rester quand même majoritairement sur le tertiaire ? Non, notre objectif, c'est clairement de se développer dans le résidentiel, continuer à renforcer nos positions dans le tertiaire. Nos axes de développement à Wired Score, il y en a moins 3, mais le premier, il est géographique. C'est-à-dire qu'on travaille historiquement en Amérique du Nord, on est allé en Europe. Là, la frontière d'après, c'est l'Asie. Et donc, on a un bureau à Singapour et on a déjà commencé une activité là-bas, avec la Chine, évidemment, en tête pour dans un certain temps, mais sans que le calendrier soit défini. Donc ça, c'est une expansion géographique. Après, on a pas mal de demandes d'autres segments du monde de l'immobilier, parce qu'on a parlé bureau, on a parlé logement. Souvent, on a des gestionnaires de plateformes logistiques qui nous disent bah oui, en fait, nous, on voit bien que la logistique aussi, ça change. Il y a des besoins de connectivité qui sont plus les mêmes qu'il y a 10, 15 ans. Est-ce que vous pourriez faire votre label sur ce segment-là ? Pareil pour l'hôtellerie. La présence d'un Wi-Fi de qualité dans un hôtel, moi, c'est un critère numéro 1 avant de me déplacer. Voilà, mais ce genre de choses, ça, c'est un axe de développement. Ça fait partie, on se pose même plus la question, mais moi, cet été, j'ai été dans un hôtel où la connexion Wi-Fi était très mauvaise, et ben je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, en fait, de vivre sans. Ouais. C'est vrai qu'on se pose même plus la question, hein, maintenant, quand on fait une réservation, même Airbnb, hôtel, il y a la connexion, elle est bonne, etc. Mais oui, quand elle est plus là, en fait, c'est là où on se rend compte du manque. Et on a l'impression que c'est un peu magique parce qu'on nous a parlé du cloud, donc c'est dans les nuages, c'est dans les étoiles. Ouais. Ça paraît très immatériel, alors que la connectivité,
c'est très physique, c'est des fils qui passent dans les immeubles, dans des locaux qui doivent être protégés, sécurisés, etc. Et donc tout ça, ça s'organise, et quand c'est bien organisé, ça vaut le coup de le faire savoir et d'en rendre compte à travers un label. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci d'être venus sur le plateau de Radio Imo. Merci à vous, Frédéric Motta. Merci Philippe de Montagu. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.